Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast Soignant en conscience. Et aujourd'hui, avec ce podcast, j'avais envie de partager un petit peu plus mon expérience personnelle, les grands principes, les grandes leçons que m'a enseigné ce métier d'infirmière. Alors il y en a beaucoup et j'en oublie certainement, mais j'ai pu dégager 4 grands principes que j'ai appris tout au long de ces 15 années à pratiquer ce métier d'infirmière. Alors déjà, le premier grand principe, c'est que ce métier, ça m'a vraiment permis de toucher du doigt des grands principes de vie que l'on sait, mais que j'ai l'impression qui restent un petit peu abstraits parfois. Ça permet vraiment de les rendre concrets et notamment le principe de savoir que la vie est fragile. Et je pense que tous les soignants ont des exemples en tête de ça et je vais en partager deux avec toi. C'est que déjà mon premier souvenir de ça, du fait que je me sois dit ah ouais d'accord, ça peut basculer à tout moment quoi. C'était quand j'étais étudiante infirmière, j'étais dans un service, il me semble, de gastro. Et en fait, c'était un matin et il y avait un patient qui était annoncé comme sortant, donc qui allait très bien. On avait fait le tour du matin, tout était ok, le médecin avait dit ok, voilà, tout était dans les clous. Sauf que fin de matinée, en fait, le patient, on n'a jamais vraiment compris ce qui s'est passé, mais il a fait un arrêt cardiaque et il est décédé le jour de sa sortie. Donc ça, c'était une première expérience où je me suis dit, comme je disais, vraiment la vie, ça tient à un fil. Et en libéral, ça m'est arrivé quelquefois des patients qui allaient très bien, voilà, de faire les soins que je devais faire, de leur dire au revoir, allez à la semaine prochaine. Et ben en fait, de jamais les revoir parce que il arrive, parfois c'était un accident ou parfois c'était un problème de santé qui font que les patients sont décédés. Et je pense que, comme je disais au début, le fait de dire que la vie est fragile, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais le fait vraiment de l'expérimenter, peut-être pas au quotidien, mais quand même assez régulièrement, ça rend ce principe vraiment concret. Et je trouve que ça nous fait voir la vie d'une autre manière. Et peut-être ça nous permet aussi de profiter de la vie d'une autre manière. L'autre grande leçon que j'ai pu apprendre, c'est que parfois la vie paraît injuste. Et notamment, j'avais certains patients pour qui j'avais vraiment l'impression que le sort s'acharnait quoi. J'ai un exemple de patient dont je me suis occupée très très longtemps, qui avait donc la maladie de Charcot, qui était donc en fauteuil. Il y avait eu des décès assez, on peut dire violents, assez je dirais aussi soudain, voilà, c'était ça dans la famille autour d'eux. Enfin, c'était, je pense même des fois, je me disais, on voudrait inventer un scénario de film, on n'irait pas aussi loin dans ce qui est possible de faire. Et ça m'a posé, ça m'a amené en tous les cas à me questionner sur le sens de tout ça. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui m'a poussée à m'intéresser beaucoup à la spiritualité. Donc j'ai pu trouver des réponses, des hypothèses, parce qu'on peut pas vraiment dire que ce soit des réponses fermes et définitives. Mais c'est vrai que ça questionne pas mal sur, je sais pas moi, des concepts comme la réincarnation, le karma, le fait que avant de s'incarner sur cette terre, on choisit
les épreuves qu'on va devoir traverser. Donc voilà, ça m'a mené à toute cette réflexion en tout cas, mais tout simplement au sens de la vie, parce que je pense que certaines personnes, de par les expériences qu'elles vont vivre, les épreuves, vont arriver à ce questionnement, même si elles ne sont pas soignantes, mais je pense que c'est comme pour tout à l'heure quand on dit que la vie est fragile, tout le monde n'est pas confronté au quotidien de manière, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas de manière régulière au fait que la vie paraît vraiment injuste au regard des situations de certaines personnes. Voilà pour le deuxième grand principe, la deuxième grande leçon, en tous les cas, que j'ai tirée de ces années d'infirmière, d'exercice d'infirmière. La troisième grande leçon, je me suis parfois rendu compte que des inconnus pouvaient devenir plus importants que des membres de la famille de certains patients. Alors surtout en libéral et surtout avec le travail, souvent vraiment exceptionnel, et je pèse mes mots, de certaines auxiliaires de vie qui font un travail mais vraiment avec générosité, avec cœur, et j'ai eu l'impression que certaines, parce que pour la plupart c'était des femmes que j'ai rencontrées, que certaines étaient vraiment, pour le patient en tous les cas, plus proches que leur propre famille. Et ça m'a permis de me rendre compte déjà que je voulais pas, moi, que ça arrive par exemple à mes parents. Alors même si là je suis pas en train de dire que quand ça devient difficile, il faut pas demander de l'aide et qu'il faut s'occuper à 100% tout ça. Non, mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu à trouver entre je me décharge complètement sur les auxiliaires de vie et les infirmières et toutes les personnes qui interviennent au domicile des patients, et je me décharge complètement, ou alors je m'en occupe à 100% et je veux pas recevoir d'aide. Vous voyez, il y a un juste milieu à trouver, et en tous les cas, moi, ça m'a permis de me questionner sur la manière dont je voulais, lorsque le moment sera venu, accompagner mes propres parents. Et ça, c'est vraiment une réflexion, je pense, que je n'aurais pas eue si je n'avais pas été infirmière et que j'aurais pas vu, comme je viens de le dire, des inconnus vraiment devenir des personnes très très proches pour ces patients. En général, c'était des patients assez âgés et assez dépendants. Donc c'est vraiment une réflexion sur la prise en charge de sa famille, de ses proches, comment on aimerait qu'ils soient pris en charge et comment nous on aimerait s'impliquer dans ce processus. Et ça, vraiment, je pense que si on n'est pas soignant, on n'y pense pas jusqu'à ce que malheureusement peut-être la situation se présente. Le quatrième grand principe que m'a appris ce métier d'infirmière, c'est que la médecine n'explique pas tout. Et alors moi, ce qui m'a toujours fascinée, alors surtout quand j'étais en service, puisqu'on avait souvent des patients avec les mêmes pathologies, c'est que en fait, pour une même pathologie, à peu près au même stade bien sûr, et pour le même traitement, les résultats ne vont pas être les mêmes. Et ça m'a toujours fascinée, parce que du coup, ça ouvre la réflexion à se dire, mais alors, si pour la même personne, la même pathologie, au même stade, le traitement n'agit pas de la même manière, qu'est-ce qui rentre vraiment en compte? Et ça m'a mené après à tout ce qui concerne plus le développement personnel, c'est-à-dire
On peut parler par exemple je me suis intéressée, alors je pense que ça s'appelle Le Secret, c'est sur la loi de l'attraction. Alors il y a un livre et moi, je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais j'avais vu un documentaire sur Netflix qui parlait de la loi de l'attraction et d'une patiente à qui on avait diagnostiqué un cancer du sein et qui avait lu le livre Le Secret et qui en avait appliqué et qui avait appliqué un certain nombre de principes à son cancer du coup. Et en fait, si je me souviens bien, elle avait été diagnostiquée et elle était en attente d'une biopsie. Et en fait, au moment où la biopsie est arrivée, elle n'avait plus rien. Et ça, je trouve ça mais vraiment fascinant. Et je me suis aussi beaucoup intéressée aux guérisons miraculeuses. Et alors ça, moi, je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'il y en a des milliers dans le monde entier et on en entend très peu parler. Et ça peut être Alors, sachant que déjà, pour que la guérison soit étiquetée comme miraculeuse, il y a vraiment tout un cheminement, tout un dossier. Souvent, ça prend des dizaines d'années pour que le patient, la personne qui a vécu ça, soit vraiment reconnue comme miraculée. Et alors, en fait, les médecins qui interviennent dans l'étude de ces dossiers, ils vont pas étiqueter ça comme guérison miraculeuse, ils vont dire guérison inexpliquée. Mais il y en a des tonnes. J'ai un chiffre qui me vient en tête, je crois que pour Lourdes, il y a 20 000 cas de guérison miraculeuse qui ont été recensés. Enfin, c'est énorme. Et donc, quand on est soignant et qu'on a reçu une formation, je dirais, très scientifique, c'est parfois même pour certains, c'est même pas entendable. Mais moi, ça me passionne parce que je me dis, il y a pas, il y a autre chose et il y a autre chose que la médecine et il y a même autre chose que le patient lui-même, quoi. Et voilà, c'est passionnant et je vous recommande, si jamais le sujet vous intéresse comme il m'intéresse, les ouvrages de Pierre Jovanovic, notamment je crois que c'est le dernier, 888, et l'encyclopédie, enquête sur l'existence des anges gardiens, et un livre de Didier Van Kovlar, c'est sur les miracles, et je me rappelle plus exactement le titre, je vous mettrai tout en description. C'est vraiment des ouvrages qui sont passionnants. Voilà, donc ça m'a aussi ouvert à tout ce champ, même si je ne l'ai pas vécu moi-même, à toute cette réflexion autour de mais qu'est-ce qui permet vraiment la guérison d'un patient. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que finalement, je crois qu'on en sait, sur ce sujet-là, on n'en sait pas grand-chose. Et le dernier grand principe que j'ai vraiment appris avec ce métier d'infirmière, que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est un principe qui m'a beaucoup mis en difficulté au début de ma carrière. C'était, en fait, j'avais beaucoup de mal à accepter qu'il y ait certaines personnes qui refusent les soins. Donc que ce soit des sorties contre avis à l'hôpital ou à domicile, des patients qui refusaient certains traitements ou qui refusaient certaines fois que, par exemple, on appelle les secours, le SAMU, parce que la situation était critique. Et en fait, là, ça m'a demandé vraiment de travailler sur moi et ça m'a demandé de sortir du rôle de sauveur que je m'étais donné. En fait,
au début de ma carrière, alors ça partait d'un bon sentiment de vouloir vraiment aider tout le monde, mais en fait, on ne peut pas aider les patients et les gens d'une manière générale malgré eux. Et ça, c'est un principe vraiment très important. Et quand j'ai lâché prise avec ça, déjà, ça me faisait perdre moins d'énergie et je me sentais moins stressée, anxieuse, parce que j'ai su redonner à un moment donné au patient sa juste place. Et en fait, c'est pas à moi de prendre les décisions à sa place. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'un patient va refuser un traitement que je vais partir et dire allez, ok, j'ai entendu, ciao, à la prochaine. Il faut bien sûr expliquer. Parfois, c'est juste un manque de connaissance de certains sujets. Donc là, bien sûr, l'infirmière est là pour expliquer. Mais si malgré les explications et la connaissance de tout le processus et de tout le traitement, le patient ne veut pas le recevoir, ben voilà, en fait, moi j'ai fait mon métier d'informer. Je me dois d'informer bien sûr le médecin. Ça m'est arrivé aussi d'appeler, même si la personne ne voulait pas, par exemple, être transportée à l'hôpital, d'appeler néanmoins le SAMU en expliquant la situation et en explicitant bien aussi que la personne ne voulait pas être soignée. Bon, mais ça c'est plus pour des questions aussi de responsabilité et pour qu'il y ait une traçabilité du fait que moi j'ai fait mon travail, mais c'est le patient, c'est de son côté où il y a eu un refus. Voilà. Et ce syndrome du sauveur, il peut arriver donc dans le cas où les patients refusent, mais il y a aussi certains patients qui veulent vous forcer à rentrer dans ce rôle, dans ce rôle du sauveur et vraiment se décharger à 100% sur vous en fait. Et d'ailleurs, Stéphanie, avec qui j'avais fait un des épisodes de podcast, me disait après l'enregistrement du podcast, quelque chose d'hyper intéressant, c'est la terminologie, c'est-à-dire quand que ce soit à l'hôpital ou en libéral, quand on accepte un patient, on dit je vais prendre en charge ce patient. Et la terminologie, elle est vraiment très intéressante parce que dans le concept de prendre en charge, il y a vraiment, de la part du patient, il y a vraiment, je suis pris en charge et donc j'ai plus rien à m'occuper. Et je trouve que ça entraîne ça entraîne une certaine forme de désempuissancement, comme on peut dire souvent dans le coaching. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait, c'est ce principe-là qui m'a donné envie de me former au coaching, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'être la sauveuse de qui que ce soit, mais que j'avais envie d'aider les gens à trouver leurs propres ressources et à les remettre au centre et à les faire reprendre leurs responsabilités. Donc c'était vraiment un grand principe qui m'a vraiment permis d'évoluer, parce que souvent ce syndrome de la sauveuse, alors après, si le sujet vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez vous renseigner sur le triangle de Karpman, donc victime, bourreau, sauveur. Et en fait, Karpman, ce qu'il nous dit, c'est que si on rentre dans ce triangle, qu'on soit victime, bourreau ou sauveur, à un moment donné, en fait, on va, selon les moments, selon ce qui se passe, on va adopter, une fois on sera le sauveur, une fois on sera le bourreau, une fois on sera la victime.
Et ça, c'est intéressant de l'identifier parce que moi, j'ai pu l'observer dans certaines manières de relationner avec les patients et faire le petit pas de côté qui dit non, moi, en fait, je suis pas la sauveuse et je vais vous remettre au centre et vous allez prendre vos responsabilités. Ça permet de sortir du triangle. Et donc, vous n'êtes plus, si vous êtes plus la sauveuse, ça veut dire que vous êtes plus non plus le bourreau, et ça veut dire non plus que vous n'êtes plus une victime à un moment donné dans la relation. Et ce que je voulais dire au départ, c'était que souvent, c'est des modes de relation dans lesquels on entre avec nos patients, mais si on fait ça dans le cadre professionnel, souvent on fait ça aussi dans le cadre personnel. Et donc ça m'a permis beaucoup de cheminer. D'abord, le mouvement a été comme ça. D'abord, en fait, je m'en suis rendu compte au niveau professionnel qu'il y a certaines manières de relationner avec les patients qui me convenaient pas. Et j'ai appris tous les concepts, victime, bourreau, sauveur. Et du coup, je me suis moi-même replacée dans ma responsabilité d'infirmière et à ma juste place finalement. Et ça m'a permis de placer le patient à sa juste place et ça m'a permis aussi, au niveau personnel, de replacer certaines relations à leur juste place. Tout simplement parce que moi, j'occupais la juste place pour moi. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais peut-être le développer un petit peu plus. Voilà, en tous les cas, j'espère que ce partage d'expérience vous aura éclairé, vous aura aidé à y voir peut-être plus clair dans ce que vous traversez peut-être en ce moment. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Soignant en conscience. À très vite!